Christophe Bousquet, merci de nous recevoir aujourd'hui dans vos bureaux. Écoute, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais comme métier? Bonjour, donc effectivement je suis Christophe Bousquet, je suis ingénieur de formation, je m'occupe d'une société qui s'appelle Azur Réalisation, qui est une société de promotion immobilière qui intervient sur des opérations de logement principalement de résidentiel neuf, nous faisons un petit peu également de bureaux, un petit peu de commerce, sur le secteur des Alpes-Maritimes et du Var-Est, et on doit réaliser à peu près une centaine de logements à l'année. Donc un faiseur régional, local. Tes équipes, tu as combien de personnes aujourd'hui avec toi pour faire tout ça? Aujourd'hui, une dizaine de personnes m'accompagnent pour réaliser ces différentes opérations, à la fois pour faire de la prospection, donc c'est-à-dire du développement, trouver des terrains et des opportunités, et en parallèle suivre l'ensemble des opérations, les mener à leur terme, et on externalise régulièrement la partie commercialisation-vente, compte tenu du volume qui est peut-être à notre niveau pas encore suffisant pour avoir des collaborateurs à ce niveau-là. D'accord. Donc toi essentiellement, et après tu vas nous expliquer chaque étape et surtout les difficultés que tu rencontres, parce que l'idée de cette interview c'est de voir là où il y a des problèmes, là où ça bloque, parce qu'aujourd'hui on sait bien qu'il y a une crise du logement, pour plein de raisons je pense, on pourra en discuter, mais là aujourd'hui on va essayer de se concentrer sur la partie promotion. Donc recherche de terrain, je pense que là-dessus tu as à dire aussi peut-être sur la simplification peut-être de lois ou de normes pour trouver un terrain. Les dépôts de permis, je pense que ça tu t'en occupes aussi. Tout à fait, on s'occupe des dépôts de permis avec les architectes. Faire le permis, enfin faire les plans, plus avec toutes les normes qui vont avec et les plans. Et ensuite, tu as aussi la partie donc, construction. Là, je pense que tu as des sous-traitants, mais tu fais toute la partie suivi. Entreprises, tout à fait. Nous, on accompagne, on a des entreprises qui vont réaliser les travaux, un maître d'œuvre qui va s'assurer du suivi en termes de délai et de qualité, et nos équipes accompagnent l'ensemble pour mener à bien l'opération, tout en respectant une enveloppe financière prédéfinie. D'accord. Et à la fin, la commercialisation, la dernière étape, effectivement, qui est sous-traitée. Tout à fait, qu'on externalise à notre niveau. La maîtrise d'œuvre aussi est externalisée? La maîtrise d'œuvre est externalisée pour plusieurs raisons, pour des problématiques d'assurance et de responsabilité, et parce qu'aujourd'hui, nos équipes ne sont pas là pour suivre des chantiers, elles sont là pour avoir un rôle de chef d'orchestre, d'accompagner effectivement à la fois le maître d'œuvre et les entreprises dans un objectif de satisfaire le client, puisque les équipes s'occupent plus de la partie suivi client qu'en parallèle du chantier. D'accord. Alors, si on voulait faire, on peut faire peut-être chronologiquement dans chaque étape du projet, nous dire quels sont là où ça pourrait bloquer aujourd'hui, c'est-à-dire si aujourd'hui, par exemple, la recherche de terrain peut faire partie de la crise du logement qu'on a aujourd'hui, et éventuellement, à chaque fois, quelles sont les solutions simples. Dans l'idée du podcast aussi, c'est souvent de trouver des solutions, pas qui coûtent rien, mais qui n'ont pas besoin d'investir des milliards d'euros pour faire marcher les choses, d'accord? Parce que c'est toujours plus simple en investissant des milliards d'euros dans des choses non, mais on a plein de solutions. Et d'avoir des solutions simples et qui viennent du terrain, voilà, du bon sens, entre guillemets. Non, très bien. Donc première étape, effectivement, pour faire une opération de promotion, il est impératif pour nous d'avoir des terrains, et donc ça commence par de la prospection et de la recherche. Cette recherche se fait de différentes manières. Elle peut se faire soit ce qu'on appelle dans le diffus, c'est-à-dire qu'on va sonner aux portes, on repère des terrains à la fois par rapport aux plans locaux d'urbanisme, aux plans de zonage, à la fois par rapport à ce qu'on peut détecter en se promenant le nez au vent, etc. Et donc on sonne aux portes des gens pour savoir si les gens sont vendeurs de leur terrain. Alors, qu'est-ce qu'un terrain qui est intéressant pour un promoteur? C'est un terrain qui a une certaine constructibilité, c'est-à-dire qui permet de pouvoir réaliser une opération d'une taille suffisante pour pouvoir acheter plus cher la maison à un particulier qu'elle ne vaudrait en l'état. Et dans ce cas-là, effectivement, ça présente un intérêt. Donc, la prospection dans le diffus, c'est une des manières, on va y revenir. On a une deuxième manière qui est une manière avec des appels d'offres. Les communes lancent parfois des appels d'offres sur leur terrain ou sur des terrains communaux. Et on a une troisième solution qui consiste à avoir de l'apport d'affaires, c'est-à-dire des agents immobiliers, des notaires, des personnes qui peuvent graviter autour de propriétaires qui nous amènent une information et qui nous permet de développer de toute façon un projet. Donc, quelle que soit la solution, aujourd'hui, nous, on se base souvent sur un plan local d'urbanisme qui va définir à la fois sur un secteur, sur une zone et sur un terrain, quelle emprise au sol on peut avoir et quelle hauteur on va pouvoir réaliser. Et c'est ça qui va nous permettre, effectivement, de nous positionner sur un terrain et de faire une offre à un propriétaire. Alors, dans notre région, on sait qu'on a une problématique, c'est qu'on a
pas forcément beaucoup de terrain, on est coincé entre la mer, la montagne, on a la frontière italienne de l'autre côté, et donc c'est vrai qu'on est sur des produits qui sont la plupart du temps rares, et donc sur notre territoire on construit la ville sur la ville. C'est-à-dire qu'on va construire à la fois sur des terrains avec des maisons, une maison seule que l'on va pouvoir démolir pour reconstruire. On va construire sur ce qu'on appelle des dents creuses, c'est-à-dire des petits entrepôts, un garage, etc., coincés entre deux bâtiments, qui va nous permettre de développer une opération. Et donc voilà, entre ce que l'on voit sur le PLU, les possibilités, et entre ce que l'on découvre, et quel que soit l'apport, que ce soit quelqu'un de l'extérieur, que ce soit notre travail ou un appel d'offres, on étudie une faisabilité sur un terrain pour faire une proposition au propriétaire. Donc ça, globalement, ça fonctionne bien, on n'a pas trop de difficultés. La problématique principale aujourd'hui par rapport à ça, c'est qu'on a des pouvoirs publics qui, malheureusement, malgré ce qui est déterminé dans un plan local d'urbanisme, c'est-à-dire que le plan local d'urbanisme peut nous autoriser à monter 6 étages, on a souvent soit des élus, soit l'architecte des bâtiments de France, soit l'architecte conseil de la commune, qui nous dit, ben voilà, ben ce que vous avez imaginé sur tel secteur, c'est très bien, mais moi je voudrais 1 ou 2 niveaux de moins. Votre programme est trop dense, votre programme ne répond pas aux attentes de la commune. Donc on leur répond, vous êtes bien gentil, mais vous avez fait un plan local d'urbanisme qui définit tout un secteur et des principes d'aménagement sur la commune. Et si ces principes aujourd'hui ne sont pas appliqués, autant définir un plan local d'urbanisme qui reflète une vision stratégique d'aménagement du territoire. Le premier problème, c'est que les élus sont totalement déconnectés de la politique d'aménagement du territoire, et donc ont des visions, parfois, très limitées, en disant, voilà, on voudrait développer, mais on ne sait pas trop comment, et dès que quelqu'un se positionne sur un terrain, Madame Michu vient en disant, attendez, là, je suis désolé, je ne veux pas d'opération. Et donc, c'est vrai que l'élu, plutôt que d'appliquer les règles qu'il a lui-même édictées, ou que ses services ont édictées, revient souvent en arrière. Et on se rend compte, à titre d'exemple, que par exemple sur les Alpes-Maritimes, on construit à 65-70% de ce que nous autorisent les règles d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on a un déficit de 25 à 30, enfin 30 voire plus, 30 à 35% de possibilités qui sont supprimées par le bon vouloir de certains services ou d'élus qui considèrent que c'est trop dense ou c'est pas assez comme ils le souhaiteraient. Donc ça, c'est une première problématique. Voilà, on n'a pas de problématique pour chercher des terrains. Le problème que l'on a, nous, entre promoteurs, c'est que souvent, comme on a peu de dossiers, on fait effectivement, il y a une guerre qui peut se faire entre promoteurs, qui peut faire monter le prix du foncier. Et donc voilà, donc ça, on trouve toujours des terrains régulièrement, chaque année. Et comment est-ce qu'on les trouve ? C'est soit des gens déménagent, on a malheureusement des décès, on a des gens qui changent de travail et de secteur, etc. Les enfants partent de la maison, les parents vieillissent et donc souhaitent vendre leur maison. Donc on a régulièrement un roulement de fonciers qui sont identifiés et qui se mettent sur le marché et qui permettent de développer l'activité. Là, tu m'as dit quelque chose d'intéressant qui a attiré mon attention en tout cas, c'est ce côté, on a un plan local d'urbanisme, donc effectivement avec des règles, disons ici on peut construire du R+6, et donc toi effectivement quand tu vas prospecter, tu as la taille du terrain, on va dire sur les cartes, tu sais ce que tu peux construire, en tête rapidement, donc tu vas faire une offre, et bon heureusement tu soumets toujours j'imagine que tous les achats sont avec une clause d'acceptation du permis de construire par rapport à ce que tu veux. Mais effectivement, tu peux avoir des opérations qui ne vont pas au bout, tout simplement parce que tu avais prévu de faire 6 étages et que finalement l'élu ou les architectes de France ou quelqu'un d'autre décident d'en faire que 4. Là, ça serait peut-être une simplification à avoir, c'est-à-dire, comme tu dis, que les élus se renseignent avant et que quand ils font le PLU, qu'on s'y tienne. Parce que c'est vrai que tu as des professionnels comme vous qui vont travailler sur des projets tels que la loi leur permet de le faire, et à la fin, au bon gré de, effectivement, il y a tout un tas de raisons, mais qui ne sont pas forcément souvent pragmatiques, on va te refuser un projet. C'est ce qui peut arriver. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est-à-dire dire aux élus, refaites votre PLU, si à cet endroit-là, vous ne voulez pas de R+6, ou là, il y a quelqu'un qui va se plaindre parce que vous savez qu'il va y avoir un problème, parce qu'on lui enlève la vue, ou enfin, ce genre de choses, ne mettez pas dans votre PLU qu'on peut faire des 6 étages. En fait, le problème est beaucoup plus profond que ça. Enfin, c'est vrai que c'est une des solutions. À l'époque, il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, c'était les DDE, c'était les préfectures ou les départements qui définissaient, c'était l'État qui délivrait des permis. On n'avait pas les règles que l'on a aujourd'hui, on avait un COS et on avait un coefficient d'occupation des sols. Quand j'avais un terrain de 1000 m² avec un COS de 1, je pouvais construire un bâtiment de 1000 m². Et donc, les DDE appliquaient la loi, vous aviez une loi, vous la respectiez, vous obteniez un permis. Avec les projets de décentralisation, ce qui est quand même quelque part logique, on a donné le pouvoir de décision et de délivrance de permis de construire aux maires.
Et à partir du moment où on a donné le pouvoir de délivrance de permis de construire au maire, est venu se greffer un travers qui est la problématique électorale. Et souvent, on a cette vision et ce message qui passe, un maire bâtisseur est un maire battu. Et donc aujourd'hui, le maire, malheureusement, plutôt que de construire, ou plutôt que d'avoir le courage politique de définir sa stratégie d'aménagement, se retrouve bien souvent lui-même coincé d'un produit, d'un PLU qu'il n'a même pas travaillé, qu'il n'a pas imaginé, sur lequel il a fait travailler ses équipes, et bien souvent, effectivement, il va après ajuster, non pas à la marge, puisque c'est quand même sur des sujets qui sont relativement importants, mais ajuster en permanence le fait que on peut construire, mais finalement, il préfère conserver un tissu de maison, il préfère conserver telle ou telle chose. La problématique aujourd'hui, c'est une vraie problématique d'aménagement. Si les élus, et on se rend compte que sur le territoire, on a 1 ou 2 maires qui réellement ont une vision stratégique d'aménagement du territoire. 1 ou 2 maires sur combien, par exemple Sur la totalité du département, ça ne fait pas beaucoup, il doit y avoir 180 communes, c'est quand même assez limité. Et la problématique, c'est qu'effectivement, une vision, c'est qu'est-ce que je souhaite demain développer. Déjà, c'est bien connaître son territoire. Quel est mon territoire? Quels sont les flux, les circulations, comment les gens vont d'un point à un autre? Quelle zone je veux développer de bureaux pour éviter effectivement les mouvements pendulaires? Quelle zone est-ce que je souhaite mettre de la place de l'industrie pour développer mon territoire? Quelle est la place du tourisme? Quels sont les réseaux aujourd'hui, des réseaux, que ce soit des réseaux d'Internet, les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux d'évacuation? Quelles sont les zones sur lesquelles je peux ou je veux développer mon activité? Est-ce que sur certaines zones, je suis plus dense ou moins dense? Est-ce que je vais améliorer mes transports en commun demain? Et dans ce cas-là, sur toutes les zones où je vais améliorer mes transports en commun, je vais pouvoir densifier parce que je sais que j'aurai moins besoin de voitures et moins besoin de parking. Donc c'est une vraie réflexion et un élu aujourd'hui doit pouvoir soit s'appuyer sur des compétences de gens spécialisés pour réfléchir et pour l'aider à mettre en place ce PLU, soit lui-même de définir sa stratégie et de dire voilà, mon territoire c'est celui-ci, je souhaite développer de telle et telle manière et j'essaie d'avancer. Alors on a parfois des bribes de développement. Sur Nice, on a la plaine du Var, on nous dit on va développer la plaine du Var. Ce qui est une stratégie d'aménagement, mais pas au détriment de tout le reste, en essayant de réfléchir sur la façon dont on peut aménager le territoire. Et souvent, on se retrouve sur des projets où effectivement, on a parfois des zones de maison, et si c'est le cas et qu'on souhaite conserver ces zones de maison, autant dire ces zones sont sanctuarisées, on ne pourra rien faire dessus, et donc on élimine de la constructibilité plein de zones, ce qui permet aux propriétaires de savoir et d'éviter de rêver en disant je peux construire, les promoteurs viennent les voir et tout le monde perd du temps et de l'argent, et en même temps de savoir quels sont les secteurs à enjeu. Et à ce moment-là, si un politique définit réellement une stratégie d'aménagement, une stratégie politique qui consiste effectivement à dire mon projet pour ma commune, ça passe par l'aménagement et ça passe par le développement, puisque le développement économique, tous les développements qu'on peut imaginer, passent par un aménagement du territoire. Donc si cette vision se déversait sur l'aménagement du territoire, le projet d'un élu politique local pourrait effectivement être défendu sans aucun problème devant les concitoyens. Et aujourd'hui, ce qui manque et ce qui fait défaut, c'est du courage, simplement de dire si mon PLU est comme ça, c'est parce que je l'ai pensé, imaginé pour telle raison, ma stratégie est clairement identifiée, vous m'avez élu sur ce programme, je le mets en place, que vous soyez content ou pas content. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et aujourd'hui, les élus, malheureusement, ont des PLU qu'ils n'ont pas vus, pas validés, pas compris, pas intégrés, qu'ils ne comprennent pas, la plupart du temps, et on fait du clientélisme. Et la problématique, c'est qu'à chaque fois, effectivement, dès qu'un groupe Facebook se monte avec 3 personnes qui râlent en disant on n'est pas content de la construction, on n'avance pas. Et donc c'est vrai qu'il faudrait simplement que les élus s'emparent de l'aménagement de leur territoire au sens d'une vraie stratégie municipale pour décliner une vraie politique et une vraie vision. La première étape passerait par là. Certains élus le font et certains élus disent « je sais ce que je veux et je reste droit dans mes bottes et je vais défendre cette stratégie ». Mais ils sont très peu nombreux. C'est minoritaire. Oui, alors ce que tu disais aussi dans le fait de reculer, moi je dis ça à le fait qu'il n'y ait plus de taxe d'habitation. On pourra en reparler après ou on va en parler maintenant. Je trouve que c'est une problématique, d'une part de ressources des communes et ensuite d'incitation. C'est vrai que un endroit où le promoteur veut construire 100 logements, si le maire n'y gagne rien, la mairie n'y gagne rien, à part des enfants en plus à mettre dans une école où il va y avoir des frais, comme tu dis, des réseaux à refaire, des embouteillages en plus, et des services qu'il va devoir mettre, pas que l'école, mais tout le reste autour, et qu'il n'a pas en retour les ressources qu'apportait la taxe d'habitation. Qu'est-ce que tu penses toi de ce sujet de taxe d'habitation, le fait qu'elle ait disparu? Alors c'est une vraie problématique aujourd'hui, effectivement, tu as raison. Certains élus ne peuvent pas construire non plus. Certains élus ne veulent pas ou ne savent pas comment faire, certains ne peuvent pas.
Aujourd'hui, effectivement, on a cette problématique de taxe d'habitation qui a été plafonnée à un moment donné, et même si on construit plus, malheureusement, effectivement, on n'a plus d'aide et pour pouvoir justement développer son activité. Donc ce serait bien, et c'est fait partie de réflexions sur lesquelles travaillent nos fédérations, que de redonner un peu de pouvoir d'achat ou de mobiliser un peu de finances auprès des élus, peut-être en ayant pour les élus bâtisseurs une TVA réduite qui leur permettrait de défendre auprès effectivement de leurs concitoyens la possibilité d'acquérir ou de réfléchir une partie de la TVA vers ces maires bâtisseurs en disant voilà, on reflèche une partie de la TVA parce que vous développez l'activité économique, parce que vous renforcez l'attractivité de votre territoire, etc. Il faut savoir une chose, c'est que si le territoire ne se développe pas, aujourd'hui la problématique c'est qu'effectivement on n'arrive plus à loger les actifs, ce qui est le cas depuis un petit moment. Moins on construit, plus l'immobilier est cher, et c'est la problématique dans le neuf. Plus vous construisez, vous mettez de produits sur le marché, plus on a de concurrence, plus les prix ont tendance à baisser. Moins vous mettez de produits, plus il y a de la rareté, plus les prix augmentent. Ce que l'État n'a pas compris, au lieu de libérer effectivement des permis de construire qui permettraient d'avancer et de traiter effectivement ces problématiques-là, on n'y arrive pas. Alors pour revenir sur cette problématique de taxe d'habitation, si un élu effectivement a une vision de développement de son territoire, à chaque fois que l'on construit, il a des taxes d'aménagement. Il perçoit une taxe d'aménagement. Ça c'est une fois, c'est one shot, non? C'est one shot, mais cette taxe d'aménagement peut être de 5%, elle va de 5 à 20%. Si un élu souhaite mobiliser une taxe d'aménagement pour dire je veux sur tel quartier, j'ai besoin d'infrastructures d'école parce que le secteur ne fonctionne pas bien, etc., il peut très bien décider de mettre une taxe d'aménagement majorée à 20%. Et en passant de 5 à 20%, les taxes peuvent passer de 50 000 à 200 000 euros. Et donc si aujourd'hui un élu a besoin de trouver de l'argent, il peut très bien taxer le promoteur, qui de toute façon imputera ça sur le prix du foncier, donc qui fera baisser mathématiquement le prix du foncier. Et si tout le monde a la même règle, aujourd'hui la commune va récupérer de l'argent sans rien faire. Ça a été le cas sur certaines communes qui justement modulent le montant de la taxe d'aménagement pour dire dans tel secteur, je manque d'infrastructures routières. Dans tel secteur, je manque d'infrastructures scolaires. Et donc, pour développer cette zone qui est pour l'instant en retard, je vais mettre une taxe d'aménagement plus forte et ça va me permettre de renflouer les caisses de la commune pour faire ces aménagements. Ça, c'est la première chose. Oui, la deuxième chose. Oui. Et donc ça coûte strictement rien à personne. Si ce n'est ça coûte. Mais non, mais le prix va être. Tu dis, tu arrives à faire baisser le foncier par rapport à la taxe. Ça ne baisse que le foncier, c'est tout. Mais ça ne risque pas plutôt si le vendeur ne veut absolument pas baisser son prix de vente. Et ça, automatiquement, ce prix-là, cette taxe, je vais la retrouver dans le prix des. Pas du tout. La problématique que l'on a aujourd'hui, c'est que nous, promoteurs, on fait des mathématiques. Oui. On n'est pas très intelligents, on fait des maths. Un bilan promotion, c'est un poste de recette. Le poste de recette est assez simple. C'est-à-dire qu'on a un chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires, il dépend des mètres carrés qu'on va réaliser. On sait, quand on va déposer un permis ou quand on l'obtient, du nombre de mètres carrés que l'on va avoir. On vend de la surface habitable. Donc si j'ai 1000 mètres carrés de surface habitable, je sais que je vais vendre 1000 mètres carrés à un prix de marché. Et si mon prix de marché, il est de 5 000 euros du mètre carré, je vendrai à 5 000 euros du mètre carré. Je ne peux pas vendre au-delà du prix de marché. Si je vends au-delà du prix de marché, je ne vendrai pas. Donc un promoteur n'est pas fou, il ne va pas vendre à un prix qu'il n'arrivera pas à vendre. Donc aujourd'hui, je vends au prix du marché. Donc je sais que j'ai 1000 mètres carrés, je vais vendre à 5 000 euros du mètre carré, j'ai un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Ça, ce sont mes recettes. Et elles ne bougeront pas. Je ne pourrai pas gagner plus, sauf si le marché évolue. Mais en règle générale, le marché n'évolue pas tous les jours. Ensuite, j'ai 5 postes de dépenses. Le premier, c'est le terrain, c'est celui que je garde à la fin comme variable d'ajustement. Ensuite, j'ai le montant des travaux. Les montants des travaux, tout le monde sait à combien on construit. Tous les promoteurs savent travailler toutes les mêmes entreprises. On sait combien coûte une opération de construction en fonction de ses caractéristiques, en fonction des problématiques de sol, en fonction des contraintes que l'on rencontre sur un terrain. C'est une charge fixe. On le connaît, on le maîtrise depuis des années, on sait combien ça coûte. J'ai un deuxième poste de charge qui est le poste des honoraires d'architecte, de maîtrise d'œuvre, de bureau d'études. Ce poste-là, c'est un pourcentage du montant des travaux. Il est fixe, on le connaît, quels que soient les partenaires, on a une enveloppe et on a une charge fixe de dépenses. Le troisième poste de dépenses, ce sont nos honoraires à nous, promoteurs, puisqu'on porte des opérations entre 2 et 5 ans, donc on prend des honoraires pour vivre, et ce sont les honoraires de commercialisation et d'autres honoraires que l'on retrouve à ce niveau-là, et effectivement, c'est quelque part une charge fixe. Ensuite, le dernier poste, ce sont les frais financiers. Tous les promoteurs, depuis effectivement la mise en place de la VFA, donc c'est-à-dire qu'on vend en état futur d'achèvement, on fonctionne à crédit, on achète à crédit pour avoir un effet de levier, et ce sont des frais financiers. Et donc on a ces frais financiers qui viennent s'ajouter. Et on sait combien les banques nous prêtent, et on sait combien ça nous coûte. Montant de travaux, honoraires d'architecte, honoraires de promotion et de commercialisation, frais financiers, et j'ai une marge. Cette marge, en règle générale chez un promoteur, elle tourne aux alentours de 8% quand tout va bien. Donc on a des marges qui sont réduites, et donc quand je sais combien je vais vendre
quand je sais quelles sont toutes mes dépenses, mes charges fixes, et que je sais que je dois arriver au minimum à une marge de 8%, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on est sur des marges de 5% avec les contraintes que l'on connaît, mais une marge de 8% pour que la banque puisse me prêter, parce que 8%, ça sert à gérer des aléas de travaux, ça sert à gérer des aléas de commercialisation, et ça sert à couvrir éventuellement, dans le cadre de la marge, des difficultés. Ben, je définis mon prix du foncier. Si ma taxe d'aménagement vient à augmenter, mon prix du foncier va venir à baisser. C'est mathématique. Je ne pourrais pas vendre plus cher. Et si le propriétaire ne veut pas, en règle générale, à chaque fois qu'une règle de PLU change, il faut 3 ans. 3 ans pour que le propriétaire comprenne que le terrain qu'il pensait vendre 1,5 million, ben, il va le vendre plus qu'1,3 million, parce qu'il va avoir 200 000 € de taxe d'aménagement de plus. Parce qu'entre une maison qui vaut 800 000 et 1,5 million, il va faire un gap monstrueux. Mais entre 800 000 et 1,2 million, il fera quand même un gap très important. Et donc aujourd'hui, effectivement, à chaque fois qu'un élu va décider de mettre en place une taxe ou un aménagement spécifique pour traiter son territoire, ça ne va impacter que le foncier, qu'un seul propriétaire pour justement le bien commun. Et donc c'est ça qui est dommage, et c'est ça qu'on ne comprend pas pourquoi les élus n'utilisent pas plus souvent à la fois ce principe de taxe d'aménagement, mais en même temps ce qu'on appelle les PUP, plans d'urbanisme prioritaires, qui leur permettent aussi de pouvoir sur des zones dire dans tel secteur je souhaite renforcer cette voirie, je souhaite renforcer telle infrastructure, et donc je mets une taxe supplémentaire qui permet sur ce périmètre-là de venir prendre cette taxe pour servir à financer des aménagements par la suite. Et donc, plutôt que de faire ça, ce qui simplifierait les choses et ce qui permettrait à tous d'avancer, on n'a pas cette solution. Et donc, c'est vrai que les taxes d'habitation font défaut, et les élus n'ont plus les ressources, ou moins de ressources en tout cas, pour présenter ça à leurs concitoyens, mais malheureusement, effectivement, ils ont d'autres moyens de le faire. D'autant plus que s'ils ne construisent pas, avec la loi SRU, qui impose d'avoir 25% de logements sociaux dans le parc, vous avez des taxes qui sont relativement importantes, et des pénalités que payent les communes pour pouvoir créer du logement social, qu'elles peuvent parfois réintégrer après, mais aujourd'hui vous avez des taxes qui sont importantes, qui viennent pénaliser les communes. Et donc si la commune ne construit pas de logement, elle est pénalisée par ailleurs. Et donc aujourd'hui, effectivement, le bon sens voudrait d'avoir une vraie vision d'aménagement de son territoire, réfléchie, dans laquelle on utilise l'ensemble des leviers fiscaux, les leviers d'aménagement, les leviers possibles de densification ou autres, pour permettre justement derrière une harmonie. Et c'est pas parce qu'on va densifier un secteur qu'on ne va pas créer des jardins, des parcs pour améliorer les choses. Il faut sortir de cette notion de « j'ai peur de traiter mon territoire ». D'accord, bah écoute, ces explications sont très claires, merci. Je t'ai laissé expliquer parce que ça permet de bien comprendre comment ça fonctionne. Ok, donc on a compris la première partie de recherche de terrain. Il n'y a pas de problématique particulière à part ce PLU et ce retour en arrière éventuellement, on va dire cette variable d'ajustement des maires sur les projets qui pourraient être faits, qui ne sont pas faits, et on va dire l'attitude française a toujours, de toute façon, on est d'accord, tout le monde est d'accord pour que quelque chose se construise quelque part, mais jamais à côté de ses choix. Tout à fait. Le chemin de fer, le centre commercial, l'école, l'immeuble d'à côté. D'accord. J'ai des questions, mais on va avancer parce que sinon on y passerait des heures. Donc en gros, là-dessus, c'est une question éventuellement qui peut être politique, avec du courage et une vision. Alors, si je résume, une vision d'un élu, en plus les élus, les mairies c'est 7 ans, enfin c'est une longue durée, on a le temps de se projeter. Et du courage, effectivement, pour tenir face à, comme tu dis, des groupes Facebook ou 4 personnes dans un coin. Okay. Donc, deuxième partie, la partie, pas construction, mais peut-être... oui, permis de construire, normes et tout ça, ça aussi, et architecture. J'ai quelques questions là-dessus après en particulier. Tout à fait. Je te laisse parler. Non, donc là, effectivement, sur la deuxième partie permis de construire, on rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure aujourd'hui. Sur les permis de construire, on travaille systématiquement avec des architectes qui, effectivement, maîtrisent parfaitement leur sujet. Et on essaie de répondre la plupart du temps au PLU. Donc sur le permis de construire, en revenant sur ce qu'on disait tout à l'heure, souvent les projets sont légèrement, enfin pas légèrement, souvent les projets sont minimisés. Donc effectivement, on part d'un projet avec une certaine ambition, on va se réduire le projet. Et souvent, on a une vraie problématique, c'est celui de l'architecte des bâtiments de France. Aujourd'hui, c'est l'architecte des bâtiments de France a un vrai pouvoir sur le projet à venir, et donc normalement, vraisemblablement, sur son insertion dans le paysage, quand on est à proximité d'un bâtiment classé. La plupart du temps, les architectes des bâtiments de France travaillent dans un périmètre de 300 mètres ou 500 mètres d'un monument historique, pour dire attention, si jamais il y a une covisibilité, il ne faut pas que ce bâtiment vienne
marquer les esprits, etc., et qu'on conserve une certaine harmonie. Ils interviennent la plupart du temps sur tout le territoire et peuvent décider effectivement de la densité d'un bâtiment, peuvent décider de l'emprise au sol d'un bâtiment, peuvent décider de plein de choses et souvent imposer des contraintes qui n'ont strictement rien à voir et qui surenchérissent le coût de la construction. Mais ça, c'est uniquement quand on est proche d'un bâtiment. Pas obligatoirement. Ils peuvent venir aujourd'hui, ça dépend des PLU. Sur certains PLU, les mairies utilisent l'architecte des bâtiments de France pour pouvoir refuser des permis et le mettent à toutes les sauces en disant voilà, il doit donner un avis même consultatif. Et donc des fois, il a des avis obligatoires, des fois, c'est des avis consultatifs. Mais comme l'architecte des bâtiments de France est un électron libre, n'a aucun responsable de quelque nature que ce soit, il a un vrai pouvoir et il peut mettre à mal n'importe quelle situation. Et donc c'est une vraie problématique. Autre problématique que l'on rencontre et qui rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, avec l'avènement des métropoles, on a rajouté une couche supplémentaire. L'avènement des métropoles, c'était de dire je transfère une partie de la compétence des collectivités dans un mouvement global, une communauté d'agglomération, etc., un rassemblement, pour effectivement enlever ces compétences aux communes et leur permettre effectivement d'être plus efficaces. Manque de bol, on continue d'avoir toute une série de compétences dans les communes. On a dédoublé effectivement les compétences dans les métropoles. Et la problématique de la métropole, c'est qu'elle a un fonctionnement tellement compliqué, tellement nébuleux, que plus personne ne sait ce qu'il se passe. À la voirie, par exemple, sur le secteur métropolitain des 151 communes sur le secteur de Nice, on doit avoir 4 services de la métropole, et chacun fonctionne différemment. Ils n'appliquent pas les mêmes règles d'un service à un autre. Et comme il n'y a pas un responsable qui chapeaute ou le responsable gère la voirie, gère les eaux pluviales, gère les eaux usées, gère tous les services techniques, il n'a aucune compétence particulière. Et donc il délègue cette compétence à l'ensemble des services. Ces services qui la plupart du temps sont débordés, ne veulent plus recevoir les promoteurs ou les architectes. Et donc on a un vrai goulot d'étranglement. Et la vraie problématique aujourd'hui pour obtenir une autorisation d'urbanisme, c'est effectivement d'avoir l'écoute de l'ensemble des services et d'essayer de comprendre quels sont leurs dadas respectifs pour favoriser les projets. Et donc, autant le contre-pouvoir de l'architecte des bâtiments de France est très nuisible, autant le contre-pouvoir de l'ensemble de ces communautés d'agglos, qui sont très dogmatiques, malheureusement freine toute problématique. On a effectivement des problématiques d'inondation dans la région, il faut faire attention, mais pareil, quand on regarde un service d'un service à un autre, ils n'ont pas du tout les mêmes façons de calculer, les mêmes approches. Il suffit qu'on tombe sur quelqu'un qui, le matin, lui pile gadget et qui a vu qu'il y avait une super nouvelle chose à mettre en place, qui décrète de la délivrer, de la mettre en place, et on se retrouve coincé, malheureusement, avec des choses qui sont inexpliquées, incompréhensibles, pour lesquelles on n'arrive pas à avoir de discussion, d'échange, etc., et qui bloquent des projets. Avec des délais, et tout ça rajoute des délais. Tout ça rajoute des délais. Ça, on en parle, les délais, c'est très, pas que dans la construction, mais dans beaucoup de domaines. En général, dès qu'on entreprend, tous les entrepreneurs, les chefs d'entreprise vous disent qu'en France, on a des délais pour tout. Rajouter un parking sur une grande surface, mettre des panneaux solaires sur un toit, ou avoir un permis de construire. Tout c'est est problématique. Le temps, c'est de l'argent. Quand on parle des pays européens, certains pays européens, à partir du moment où vous présentez un projet et que le projet convient, plaît aux élus, vous avez une commission, vous présentez le projet en commission, il convient, il répond aux principaux points, vous déposez votre permis et vous l'obtenez. En France, vous présentez un projet aux élus, on vous dit oui, entre-temps les élus vont vous dire non 3 fois, ou oui peut-être, on ne sait pas. Vous allez voir entre les fourches codines de tout le monde, et tout le monde va mettre son grain de sel, attendez là peut-être, ça marche pas, attendez peut-être comme si, et donc ça prolonge les délais et ça rend insupportable l'obtention d'un permis de construire. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Avant, vous aviez un projet qui était cohérent, vous alliez voir un maire, vous lui disiez regardez monsieur le maire, le projet c'est ça, il mettait tous ses services autour de la table, vous aviez une discussion, vous corrigiez ce qu'il y avait à corriger, vous déposiez votre permis, vous l'obteniez. Aujourd'hui, vous allez voir un maire, il vous dit c'est pas moi, voyez avec les services, moi je maîtrise rien du tout. Vous allez voir les services, déjà ils vous reçoivent pas. Quand vous avez de la chance, vous pouvez en discuter avec eux. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, la peur d'être attaqué, la peur de ne pas faire bien les choses, etc. Et donc on dépose 2, 3 fois le même permis parce qu'on va changer une virgule, parce qu'on n'a pas eu l'avis au bon moment et on a eu l'avis trop tardivement et on n'a pas pu faire la modification, etc. Et donc on perd un temps fou pour parfois des choses très simples. Quand on est un particulier pour construire une maison, c'est très compliqué, les gens ne comprennent pas qu'en déposant un permis de maison basique, ils se le fassent refuser. Nous, c'est notre métier, on a l'habitude, on explique régulièrement aux propriétaires que nos services marchent sur la tête et que c'est compliqué. Donc c'est une des problématiques que l'on a et il faudrait que quelqu'un s'empare et définisse effectivement des règles en disant arrêtez de faire perdre du temps aux gens, simplifiez, allez directement à l'essentiel. Est-ce que le projet répond réellement aux attentes et arrêtons de perdre du temps. Donc on a cette problématique-là. Et l'autre problématique que l'on a, mais qui est quelque part positive, c'est les normes. On a aujourd'hui de plus en plus de normes
qui sont imposées de toute façon, et notamment des normes environnementales qui sont très positives. Il faut savoir que la France est le pays qui est le plus en avance au niveau de la construction, mais de la construction bas carbone en Europe. La France est celle qui a le plus appliqué les normes justement européennes dans la construction. Ça, on le sait, on les applique le plus dans tout. En tout cas, dans la construction, on est effectivement très en avance. En agriculture aussi. On a mis en place la réglementation environnementale 2020. On est en train de travailler sur la réglementation environnementale 2025 et 2028. La problématique, c'est qu'il serait bon à un moment donné de faire une pause normative, puisque ces normes, à chaque fois, elles surenchérissent le coût de la construction. La RE 2020, c'était entre 5 et 8%. La RE, effectivement, 2020-25, ça va être effectivement 8 à 10, etc. Et donc aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut améliorer les choses, malheureusement, ça coûte plus cher. Alors c'est vrai que c'est bien d'avoir un meilleur confort thermique, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui on a déjà un des meilleurs conforts thermiques d'Europe. Donc est-ce qu'on a besoin systématiquement de vouloir être encore meilleur que les meilleurs? Donc on peut se poser la question d'une stabilisation, d'un moratoire sur la mise en place de ces normes en disant voilà, aujourd'hui, absorbons déjà ce qu'on est capable d'absorber, on utilise régulièrement des matériaux biosourcés qu'on nous impose de plus en plus, on fait régulièrement des bassins de rétention, ces bassins de rétention qui servent à récupérer les eaux de pluie, que le secteur public n'arrive pas à récupérer, donc elle a imposé aux promoteurs de récupérer ces eaux. Et il faut savoir que dans beaucoup de cas, quand on construit, on améliore une situation. Souvent, les gens disent vous bétonnez et donc vous allez effectivement, en bétonnant, créer encore plus de problématiques d'inondation. C'est tout le contraire qui se passe. En construisant, on améliore une situation et c'est prouvé. On a des exemples assez clairs d'opérations sur lesquelles effectivement des bâtiments artificialisés tout ou partie du terrain, mais rejetaient directement leurs eaux sur la voirie. Et donc à partir du moment où une construction neuve arrive, elle va récupérer toutes les eaux de pluie dans des piscines olympiques qui sont taillées sur des crues centenales. Donc autant dire que dans 90% des cas, il n'y a même pas la moitié du bassin qui est rempli. Donc sur une crue centenale, pour récupérer les eaux et les rejeter à débit limité une fois que la pluie est passée. Et donc à chaque construction nouvelle, on vient capter, récupérer, améliorer une situation et non pas effectivement l'aggraver. Et ça, le problématique, c'est que personne n'en parle. Et donc toute construction nouvelle vient améliorer les choses. Ce qui s'est passé dans les années 70, où il y a eu beaucoup de bétonisation, a pu créer du mal. Aujourd'hui, chaque construction nouvelle apporte effectivement des éléments positifs en termes à la fois d'éléments fiscaux, on apporte de la TVA, des taxes, etc. On crée des emplois directs sur le marché local qui ne sont pas exploités, qui sont directement traités localement. On améliore effectivement le confort thermique et énergétique par rapport à ce qu'il y avait avant. On récupère les eaux de pluie. On améliore quelque part une situation. Et donc, aujourd'hui, ces normes qui sont bénéfiques sont très intéressantes et on est tout à fait d'accord pour les mettre en œuvre, mais peut-être de se dire, essayons de décaler un petit peu dans le temps les prochaines échéances, comme le DPE, qui peut effectivement poser problème demain et sortir du marché toute une partie de logements qui ne pourraient pas être rénovés, pour le faire en douceur et pour le faire effectivement dans le temps nécessaire. D'accord, oui, donc alors ce que je retiens de cette partie-là, c'est toujours la même chose. Enfin, les premiers, c'est toujours l'administratif, les délais, et le fait de tout le monde se mettre d'accord. Il n'y a pas de guichet unique, c'est peut-être ce qu'il y avait avant, mais aujourd'hui, ce que tu dis, c'est que le millefeuille administratif que l'on a du mal à se synchroniser et avoir que vous ayez un seul correspondant ou deux en face de vous pour vous répondre et vous suivre sur un dossier. Il y a parfois ce qu'on appelle des commissions d'urbanisme, c'est-à-dire des réunions, on rassemble l'ensemble des acteurs, mais pour ça il faut avoir une commune qui soit suffisamment structurée pour imposer à tout le monde de venir, d'être présent. Mais bien souvent effectivement, un permis de construire, c'est quelles sont toutes les contraintes et qui vont imposer des problématiques. Et une fois qu'on a mis toutes les problématiques autour de la table, on voit ce qui nous reste. Et donc on dit voilà, vous n'avez pas le droit de faire ça, 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 vous n'avez pas le droit de faire ça. Et au final, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, mais on peut peut-être faire ça. Et en fait, au lieu de dire voilà, qu'est-ce qu'on aimerait faire et comment faire pour que ça puisse fonctionner, c'est tout l'inverse. On dit tu n'as pas le droit de faire ça, 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 ça. Et au final, qu'est-ce qui te reste? Et c'est comme ça que ça marche. Et donc, dans certains cas, il y a des commissions d'urbanisme, et même quand elles existent, on présente quelque chose, les gens donnent des avis, mais dès qu'on rentre dans le détail, effectivement, tout peut être mis en cause à tout moment parce qu'effectivement, on a des doctrines, des dogmes, etc. qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, il faudrait effectivement régulièrement mettre tout le monde autour de la table, mais plus personne n'a de poids dans ces communautés d'agglomération. Et quand on est une petite commune, on dépend et on n'a aucun contact avec personne et on dépend d'une nébuleuse que l'on ne comprend pas, que l'on ne maîtrise pas et qui a tout pouvoir de vie ou de mort sur l'aménagement des communes. D'accord. Bon. Sans compter les recours, si on finit avec les permis, on a également la problématique des recours. Effectivement, on le disait tout à l'heure, on a une vraie défiance de la population vis-à-vis de la construction. Et là, il y a quelque chose de très simple que le gouvernement pourrait faire, c'est d'arrêter de décrier la construction. En fait,
est arrivée une loi, avec la loi climat et résilience, qui s'appelle la loi ZAN, zéro artificialisation nette, et donc qui a imposé effectivement de ne plus artificialiser, normalement, de ne plus artificialiser les surfaces agricoles. On disait, voilà, sur des territoires, on a des surfaces agricoles, il faut arrêter de transformer ces surfaces agricoles en surfaces urbanisables, et donc on veut effectivement préserver la ressource. Sauf qu'on est passé des surfaces agricoles à tout type de surface aujourd'hui, avec des calculs qui ne sont pas précis, puisque au départ, on aurait dû tenir compte que de l'emprise au sol du bâtiment. Aujourd'hui, on tient compte d'une parcelle. Sur une parcelle qui fait 1 hectare, si j'ai une parcelle qui fait 1 hectare et que je construis 10 mètres carrés, ben j'artificialise 1 hectare. C'est comme si j'artificialisais 1 hectare et pas 10 mètres carrés. Donc on a des aberrations de ce système que décrivent régulièrement les élus. Donc bon, peu importe, on a cette problématique qui, j'espère, sera assouplie par la suite. Il est bien effectivement de préserver nos terres agricoles demain, mais peut-être peut-on éliminer les productions publiques. Quand on a une école à faire, elle peut sortir de ce schéma-là, ou les grands projets industriels, s'ils ont un utile pour le territoire et l'aménagement. Il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait effectivement légiférer ou adoucir ce type de problématique-là. Donc on a ça. Et cette défiance vis-à-vis du politique, vis-à-vis effectivement de l'aménagement, ça fait 7 ans que le gouvernement, malheureusement, décrit ne va pas dans le sens de la construction. Donc on a voulu imposer ce zéro artificialisation nette. On considère que l'immobilier n'est pas un métier noble. On nous répète régulièrement qu'il faudrait construire entre 400 et 500 000 logements par an. Le gouvernement dit non, mais c'est pas la peine, 100 à 200 000, ça suffit, etc. Et donc on a aujourd'hui une volonté de détricoter ou de réduire la construction. Et en réduisant la construction, le message que l'on passe aux populations, c'est la construction, ce n'est pas bien. L'immobilier, c'est mauvais et c'est mal. Et donc, on a une vraie défiance de la population qui fait qu'à chaque fois qu'on va construire un bâtiment, les gens s'opposent en disant encore du béton, encore on va effectivement artificialiser, encore on va venir mettre une construction alors qu'avant on avait une petite maison, etc. Tout n'est pas antinomique. On peut très bien construire des maisons et faire des jardins, construire des immeubles et faire des jardins à côté pour recréer du vert, etc. Mais si les élus simplement disaient la construction elle est nécessaire parce qu'il va falloir loger nos enfants, il va falloir loger nos étudiants, il va falloir loger nos personnes âgées, et donc elle est nécessaire, et donc si on avait un discours normal, simple, qui reprend en plus les statistiques de l'INSEE, on prend les statistiques de l'INSEE, dans les années 70-80, on avait 3,5 habitants par logement. Aujourd'hui, on a 2,6 habitants par logement. Pour quelle raison? Le vieillissement de la population, les divorces, aujourd'hui, et donc les étudiants qui restent peut-être plus longtemps seuls, etc., donc ils se mettent moins en couple. Et donc aujourd'hui, même si on restait à périmètre constant de la population, il nous faudrait plus de logements pour héberger tout le monde. On se rend compte aujourd'hui que 70% de la population peut prétendre à du logement social, tel que les critères ont été définis. 70%, c'est énorme. Il manque des millions de logements sociaux en France. 80% de la production de logements sociaux sur les Alpes-Maritimes est fait par des promoteurs immobiliers. Si les promoteurs ne construisent plus de logements sociaux, si on ne construit pas, on ne logera pas les étudiants, etc. Et donc cette défiance vis-à-vis de la construction du grand public, mise en place par nos pouvoirs publics, fait qu'aujourd'hui, tout le monde râle en disant « je ne veux plus construire ». Si les pouvoirs publics simplement disaient « la construction elle est utile, elle est nécessaire, elle est intéressante », au niveau de l'État, ça ne coûte rien. Le bâtiment est important, on en a besoin pour plein de raisons. Les élus locaux pourraient reprendre le même schéma, ou peuvent le prendre, pas à contre-courant, mais pourraient effectivement avoir une politique positive, et ça inciterait les gens, la population, à dire, comme on me répète toute la journée que c'est important, ok, je suis d'accord, j'adhère à cette proposition. Et comme depuis 7 ans, on n'arrête pas de dire la construction c'est pas bien, etc., les populations disent on ne veut plus construire, et donc dès qu'on a une problématique, c'est un recours systématique, des gens râlent, des gens s'opposent à des projets, etc., attaquent. Et au final, bien souvent, pour récupérer de l'argent, parce que de toute façon, c'est souvent comme ça que ça se passe, une fois qu'ils ont attaqué, soit effectivement on se met d'accord et on paye, soit on va au tribunal, et la plupart du temps on a gain de cause, puisque le projet qu'on a imaginé est tout à fait cohérent et qu'il n'y a pas de problème particulier. Et alors ce que tu dis est intéressant, moi je veux savoir la cause. Pourquoi depuis 7 ans ou avant, pourquoi les élus, pourquoi les députés, pourquoi ces gens-là tape sur le bâtiment? Il y a une raison profonde, c'est-à-dire on ne veut plus bétonner vraiment, ou idéologique? D'où vient cette idéologie de taper sur le bâtiment? De ce qu'on nous en a dit, de nos fédérations, il semblerait que, au sommet de l'État, notre président s'appuie sur une étude qui a été faite par Execode dans les années 2020, dans lesquelles effectivement, ou un peu avant, 2010-2015, je ne sais plus, indiquait qu'aujourd'hui les pays d'Europe
dans lesquels on avait le plus de propriétaires étaient les pays qui étaient économiquement les moins pertinents. C'est-à-dire, vous prenez tous les pays d'Europe du Sud, où on a des gens qui sont propriétaires à plus de 50%. Aujourd'hui, quand on est propriétaire, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de partir de chez soi. On est effectivement sédentarisé. Et donc, si demain on a besoin de travail, si demain on doit bouger pour se déplacer, etc., pour avoir une activité économique dynamique, ça ne fonctionne pas. Si on prend tous les pays d'Europe du Nord, ceux qui fonctionnent le mieux, ont 30-40% de propriétaires, ont beaucoup moins de propriétaires. Et donc aujourd'hui, la question était de dire, on veut casser cette France de propriétaires et on veut essayer effectivement de mettre en place des investisseurs qui viennent et qui vont être propriétaires de des biens et on va les louer. Et donc ça permettra effectivement d'avoir plus facilement la possibilité de faire bouger les choses. Une des logiques était de dire, la présidence, je voudrais avoir 5 grands promoteurs, 5 grands bailleurs, 5 grands investisseurs pour dire voilà, faites-moi telle modification, changez-moi telle chose. Quand on voit que dans un syndic, on veut effectivement améliorer les déperditions énergétiques, etc., et améliorer le confort thermique, et qu'à chaque fois, un copropriétaire dans une copro peut tout bloquer, effectivement, et qu'à chaque fois, c'est très compliqué de faire évoluer les choses, l'idée était de dire, si on n'avait que des locataires, peut-être que demain, ce serait plus facile, et on pourrait plus facilement rénover le parc, faire ce que l'on veut, etc. Donc on a une France qui est immobilisée, dans laquelle la pierre est un vrai vecteur. Pendant des années, on a vanté les mérites de la pierre. Et aujourd'hui, on dit, oui, mais c'est compliqué, et donc ça engendre d'autres problématiques. C'est quand même, enfin, de mon avis, hein, moi je connais un peu l'immobilier, ce raisonnement est stupide, parce que c'est pas parce que tu as acheté ta résidence principale que tu ne peux pas soit la revendre sans impôt, soit la louer pour aller louer ailleurs. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ce qui m'intéresse effectivement dans ma démarche, c'est de trouver où sont les points de blocage. Parce qu'on avait eu une vision avant avec, je me rappelle, Nicolas Sarkozy qui voulait plus de propriétaires, lui, c'était l'inverse. Je ne sais pas si dans ces années-là, l'immobilier s'était mieux porté, mais on pouvait même déduire les intérêts des résidences principales. Tout à fait, non. Ce qui est plus du tout faisable. Mais c'est vrai, là, dans ce que tu dis, même à un moment donné, il voulait arrêter la maison individuelle. Hein, c'est dans le septennat. Hein. Le quinquennat plus les 2 ans, donc le septennat, bientôt 8 de président que l'on a aujourd'hui. Mais tout ce que tu dis, là, ça se recoupe. Effectivement, il y a une volonté d'augmenter la taxe foncière telle qu'on l'a augmentée, ça ne donne plus envie d'acheter. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une crise en dehors de la promotion. Les agences immobilières, les notaires sont là, il n'y a plus de vente. Pourquoi ? À un moment donné, moi je faisais la gestion de patrimoine, est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer sa résidence principale ? Bon, souvent c'était acheter qui gagnait. Aujourd'hui, avec les taxes que l'on a, on n'a plus de taxes d'habitation. Les problématiques que tu dis, les normes, les rénovations dans les immeubles, où il faut changer les chaudières au gaz pour mettre de l'électrique, où il faut faire l'isolation par l'extérieur. On n'a plus, c'est pas simplement, beaucoup de gens n'ont plus envie d'acheter. Parce qu'ils n'ont plus envie d'être propriétaires et d'avoir tous ces soucis-là. En plus, c'est ça, quand on a des locataires, le droit de l'immobilier, effectivement, on protège à outrance les locataires qui ne payent pas, etc. Ce qui est intéressant de protéger un locataire, s'il est dans le besoin de ne pas pouvoir le mettre dehors. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le locataire est parfois surprotégé au détriment du propriétaire. On prend les lois de défiscalisation, la loi Pinel. La Cour des comptes a indiqué que la loi Pinel, effectivement, coûtait 1 euro, rapportait 1,6 €. Donc aujourd'hui, la loi Pinel est une loi qui est très favorable, puisqu'elle rapporte de l'argent à l'État, d'une part, parce qu'elle permet surtout de créer effectivement un parc locatif, puisque quand on vendait jusqu'à 40, 50, 60% des programmes en Pinel sur des opérations de promotion, c'était des gens qui allaient le louer à un tarif qui était le tarif du social. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on le louait à un tarif qui était inférieur au prix du marché pour bénéficier d'une défiscalisation. Et donc, ce faisant, ça permettait de loger les gens et d'avoir un parc, effectivement, une évolution, un parc locatif qui se renforçait et une évolution, effectivement, une facilité pour favoriser l'évolution des gens de la location à l'acquisition, etc. Et la problématique, c'est qu'en supprimant cette loi, donc pour éviter encore d'avoir des gens qui investissent, qui deviennent propriétaires, etc., en disant on ne veut plus de loi de défiscalisation, on élimine une partie des propriétaires, mais on crée une vraie problématique par ailleurs, parce qu'effectivement, l'immobilier peut représenter jusqu'à 1 point de PIB quand tout va bien. Aujourd'hui, effectivement, le fait de le mettre à mal, ça vient effectivement gréver les finances de l'État, et en même temps, on a cassé totalement ce parcours résidentiel où, de toute façon, on n'a plus de logement pour loger qui que ce soit. Et donc, ça devient complètement fou. Et donc, on a une vraie problématique à ce niveau-là. Donc, c'est une idéologie politique de haut niveau qui amène tout ça. Mais je vais le creuser, ça. Aujourd'hui, nous, c'est les informations que l'on a, en tout cas, qui nous ont été remontées
par effectivement un peu cercle très restreint d'élus à la tête du gouvernement qui a décidé d'appliquer cette politique et donc qui vient poser problème aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est que les députés, aujourd'hui, tout le monde se rend compte que cette situation ne peut pas perdurer et que malgré tout, si demain on vient vers cette logique-là, pourquoi pas, mais qu'elle se mette en place dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. On parlait d'évolution tout à l'heure, on parlait d'évolution des mentalités. Quand on prenait dans les années 80 le prix d'une voiture, et quand une voiture valait moins de 6 mois de salaire, tout Français voulait acheter sa voiture, la bichonner, la traiter, il la prêtait à personne. À partir du moment où les voitures ont commencé à coûter de plus en plus cher, est apparu le leasing immobilier, les locations longue durée, etc. Et aujourd'hui, la moitié des véhicules ne sont plus la propriété des gens, ils sont achetés en leasing, location longue durée ou autre, pour une durée de 3 ans. On est en train de faire la même chose exactement avec l'immobilier. Quand avant on était capable de pouvoir s'acheter un bien immobilier, on se le payait, on se le bichonnait, etc. Compte tenu de la décorrélation entre le prix de l'immobilier, qui ne va pas baisser puisque les normes sont telles qu'elles sont, l'inflation est telle qu'elle est, etc., on n'arrivera pas, je ne vois pas de quelle manière, à baisser de manière drastique le prix de l'immobilier. À un moment donné, est en train d'apparaître des solutions de leasing immobilier, sont en train d'apparaître des solutions de copropriété, des gens qui investissent jusqu'à 50% avec le propriétaire, de mettre 50% du bien sur le bien pendant une durée de 25 ans, et donc soit les gens sortent avant, ils récupèrent leur mise, soit les gens sortent, il y a un partage de la plus-value, etc. Donc il existe de plus en plus de solutions de démembrement du terrain avec le BRS et du bâti, on a des prix qui diffèrent de 40%, donc aujourd'hui, peut-être que demain, on arrivera sur un schéma où on n'est plus pleinement propriétaire à 100%, mais propriétaire en partie. Mais les jeunes générations ne semblent pas être opposées à ça, et même nous, on n'est pas obligé d'être propriétaire de tout. Et donc voilà, donc c'est peut-être une évolution de la société qui va venir, mais qui va se faire en douceur, et qui devrait se faire en douceur pour ne pas effectivement casser un système du jour au lendemain, bêtement. Oui, là, je veux dire qu'effectivement, ces changements de tendance peuvent être bénéfiques, mais on le voit aussi dans la musique, entre guillemets. Nous, on était jeunes à acheter des cassettes, après on a acheté des CD, on possédait notre musique, on l'a payé. Maintenant, on la loue. Tout est dématérialisé. On loue tout. Donc on a toutes les musiques du monde imaginables, mais on n'a plus rien. Ça pose d'autres problèmes éthiques de est-ce que la propriété, la fin de la propriété, parce que c'est jamais la fin de la propriété. C'est juste la concentration de la propriété. Si je réfléchis en côté, c'est juste là, on a concentré la propriété des titres de musique, c'est-à-dire il y a des grandes maisons qui ont la propriété d'intellectuels. On a concentré la propriété des véhicules. C'est des entreprises de leasing ou des fois même les constructeurs qui ont leur propre véhicule et qui le font. Et demain, on va concentrer la propriété immobilière, comme tu dis, ça peut être l'État, ça serait bien que ce soit l'État, mais l'État n'est pas stratège. J'ai visité Vienne, et étonnamment, à Vienne, en Autriche, il y a une grande partie des logements, ça date depuis la guerre, ils ont fait ça, la ville de Vienne achetait régulièrement des bâtiments, surtout après l'époque, on va dire, après les guerres. Et aujourd'hui, il y a un parc énorme de bâtiments, mais pas HLM, parce que nous, en France, on rend public ce qui coûte de l'argent et on privatise ce qui en rapporte. Il y a des beaux immeubles, mais qui appartiennent à la commune. Et donc ça fait, parce qu'il y a toujours une taxe d'habitation et puis ils touchent les loyers. Donc en fait, ça fait une commune plus riche. Donc pourquoi pas? Je vois ce que tu veux dire, je vois l'idée de l'État, mais effectivement, à nouveau, peut-être plutôt que de la donner à les mains des privés, si l'État ou les communes s'emparaient aussi de ça, comme tu dis, le foncier, on va le partager. Ok, ça va être du leasing, on aura notre maison, comme en Angleterre, tu sais, ils ont la maison pour 100 ans, mais que le terrain, au lieu d'appartenir à une société souvent anglo-saxonne ou en tout cas financière qui va dire je mets l'argent avec vous, pourquoi pas la commune qui dit ce terrain, on le préempte mais on l'achète avec un prix correct, mais on est propriétaire et la plus-value financière, plutôt que ce soit des particuliers qui le fassent, ou en tout cas des industriels, des privés, ce soit des communes. Parce que dans ce cas-là, ça ramènerait de l'argent. Dans ce cas-là, il faudrait que les communes soient capables de gérer efficacement, puisque créer des foncières, c'est pas très compliqué. Bien sûr. Aujourd'hui, elles amortissent les biens sur 80 ans, c'est ce que font les bailleurs sociaux. Et donc aujourd'hui, les bailleurs sociaux qui sont maintenant quasiment tous privés en partie, puisque ce sont des banques qui sont tous de plus en plus actionnaires des bailleurs sociaux, qui étaient à l'époque des offices HLM, qui étaient des émanations des mairies, mais effectivement qui ont été au fur et à mesure ouvertes au privé, parce que le public ne sait pas gérer, quoi. On ne gère pas toujours très bien, on ne va pas dire ça, mais a parfois des difficultés. Bon, écoute, cette partie-là était passionnante aussi. Je voudrais revenir, il nous reste après, qu'est-ce qu'il nous restait comme étape? La construction en général, mais on peut y revenir sur le coût des matériaux, mais les normes, on en a parlé un petit peu, parce que souvent,
Je vais pas ouvrir cette discussion-là. Je voudrais juste revenir. Moi, j'avais quelques questions qui sont plus personnelles et qui peut-être du détail, mais je voulais profiter d'être avec un professionnel comme toi, des choses logiques. Je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, dans toutes les normes, dans les garages, quand on construit une résidence, ou en tout cas sur les parking ou garage, est-ce qu'il y a une norme qui explique qu'il faut amener du câblage ou du pré-câblage ou des gaines vides avec une baie de brassage électrique, par exemple, pour prévoir de brancher dans les garages des véhicules électriques? Tout à fait. On est obligé de prééquiper l'ensemble des places. D'accord. On est obligé de prééquiper l'ensemble des places, c'est-à-dire de mettre des goulottes ou de s'assurer qu'effectivement on puisse demain venir tirer des câbles. Donc ça, l'obligation est là. On a 5% de places équipées et le reste doit être toutes prééquipées. Et donc voilà, pour que demain on puisse effectivement, pour ceux qui le souhaitent, venir tirer un câble avec un compteur défalcateur, puisse venir se raccorder, etc. Donc ça, c'est obligatoire. D'accord. C'est un compteur défalcateur. C'est pas. Moi, je voyais ça comme une brique de brassage, tu sais, informatique, où on pouvait amener les compteurs de chaque appartement dans les garages. Et après dire, tiens, après, cette effectivement, personne, il a tel garage. la problématique, c'est qu'effectivement, pour pouvoir mettre les compteurs de tout le monde, il faudrait effectivement, s'il y a 100 garages, il faut une pièce de 20 mètres carrés, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, un compteur Linky, il faudrait pouvoir effectivement en mettre de partout. On a des colonnes en général montantes qui permettent d'alimenter effectivement les appartements, mais les compteurs sont dans les appartements. Non, mais justement, mais d'avoir dans l'autre sens, d'avoir de redescendre. C'est-à-dire que tous les compteurs sur les appartements, mais que de chaque appartement, il y a une gaine qui arrive au garage, dans un local peut-être pas de 20 mètres carrés, mais de 4 mètres carrés, où arrivent tous vos gaines des garages, tu vois, les appartements et les garages, et ensuite d'avoir une baie où on dit, bah tiens, ce garage, c'était l'appartement. Après, la problématique, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes utilisent leur voiture professionnelle et donc refacturent une partie de l'électricité. Ouais. Donc d'avoir un compteur défalcateur, ça permet d'avoir un compteur spécifique pour cette démarche, et l'autre compteur, c'est pas gênant en soi de toute façon. D'accord, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle loi, c'est qu'on ne peut plus se faire payer l'électricité par son employeur. Oui, ça devait être la loi, après elle n'est pas passée. Après j'ai une autre question sur justement, alors c'est plutôt sur l'aménagement des territoires, sur les toitures, les toits plats et les toits végétalisés. On parle aujourd'hui de réchauffement climatique, nous on est sur la Côte d'Azur, et je vois une des solutions que peuvent être apportées par les architectes, en tout cas les gens qui réfléchissent, c'est effectivement d'avoir des toitures plates, éventuellement végétalisées, alors pas forcément avec des palmiers et des chênes centenaires dessus, mais en tout cas un couvert végétal qui fait d'une part une isolation aussi bien pour le froid que pour le chaud. Alors tu vas me dire, il y aura peut-être du poids de structure, mais je pense qu'on sait construire aujourd'hui sur un R+6, rajouter le fait qu'on peut avoir un toit végétalisé, de récupérer éventuellement des eaux semi-usées avec un petit traitement et un panneau solaire qui fait tourner une petite pompe pour arroser tout ça. Tout simplement pour rafraîchir les toitures. Dans ma même question, il y a l'utilisation des toitures comme espace. Tu vois, on l'a vu là vers le parking de Jeanne d'Arc. Tu sais, ils ont fait un parking, ils ont fait un jardin dessus. Ma question, c'est un peu lié. J'ai dit pourquoi là on ne construit pas un R+2, +3, +4 et on fait un jardin dessus. Mais avec effectivement, il y a des grillages autour parce qu'on ne veut pas que les gens sautent, ou en tout cas peut-être deux niveaux. Parce que ça permettrait aussi de remettre de la verdure, de remettre de l'accès. Moi, j'ai des amis qui habitent à New York. Quand on monte au 55e étage de leur immeuble, c'est pas R+6, hein, il y a le desk, comme ils appellent ça. Et c'est un espace, parce que New York est assez construit, assez en hauteur. Il y a Central Park, mais... Et ils ont un espace en copropriété où ils peuvent aller, ils ont même un barbecue. Donc, cette idée de toiture plate pour éventuellement soit mettre des panneaux solaires, soit végétaliser, soit faire des espaces communs dans un immeuble, on en est où aujourd'hui au niveau des normes? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Pas du tout. Il n'y a pas de problématique de normes. Les normes l'autorisent de toute façon, c'est plus une problématique architecturale. Aujourd'hui, dans certaines zones, le PLU interdit les toitures plates. Mais pour quelle raison? Parce qu'on peut être dans un secteur ancien, on a des toitures tuiles, dans un village, etc. On ne veut pas dénaturer en ayant une toiture plate. Ça, c'est la première chose, ce qui est logique. On ne veut pas effectivement arriver à voir... On veut garder une certaine harmonie architecturale. Donc dans certaines zones, cœur de village ou autre. Non mais en ville, moi je parlais de la ville. En ville, il n'y a pas de contrainte particulière. En ville, on peut faire des toitures plates, ça ne pose absolument aucun souci. Non, il n'y a pas de surcoût. Toiture plate ou toiture tuile, c'est le même coût. Ça ne change rien, qu'on fasse une charpente ou qu'on mette une étanchéité, c'est la même chose. Après, effectivement, on considère la toiture comme la 5e façade. Quand on a une toiture tuile, ça a un côté sympa. Quand on a une toiture plate, la plupart du temps, effectivement, si on a juste du gravier, enfin, soit on peut ne rien avoir, on peut effectivement de l'enrober, mais c'est pas très joli. Certains disent, plutôt que d'avoir de l'enrobé noir, on le peint en blanc, et effectivement, déjà, on reflète une partie de la chaleur, et ça permet de baisser de 20% la chaleur qui vient pénétrer à l'intérieur, donc c'est une des possibilités.
L'autre possibilité, c'est de faire des toitures végétalisées. On en fait régulièrement, c'est tout à fait possible. Et on en fait nous systématiquement. Si on peut le faire, on le fait, puisqu'effectivement, ça apporte un meilleur confort thermique, etc. Et ça permet en même temps, si elles sont accessibles, de pouvoir accéder, de pouvoir les traiter. Il y a une autre problématique, c'est que certaines mairies ne veulent pas que ces toitures soient accessibles. Parce qu'elles considèrent que quand elles sont accessibles au privé, par exemple, les gens vont peut-être mettre des pergolas, vont avoir des choses, et donc ça pourrait être non pas un dépotoir, mais chacun va en faire ce qu'il veut, et donc à un moment donné, ça perdra peut-être de la qualité que ça devrait avoir. Comme sur les balcons, les gens râlent, ils veulent des balcons, mais quand on met des balcons, ils mettent les vélos, ils mettent toute une série. Le linge à sécher. Le linge à sécher, etc. Et donc voilà, donc ils disent, la toiture, si elle est visible par d'autres, bien souvent, ça devient un capharnaüm, etc. Nous, on fait systématiquement des toitures végétalisées accessibles, parce qu'on estime que c'est intéressant. Mais la problématique que l'on a, c'est que bien souvent, quand on a un bâtiment qui a un certain niveau, il faut qu'on arrive à sortir un édicule. On n'a pas le droit, si on veut que la toiture, par exemple, soit partagée, il faut que l'ascenseur où l'escalier puisse monter. C'est-à-dire, on va dépasser la hauteur autorisée par le PLU. Et là, on n'a pas le droit de le faire. Donc, bien souvent, c'est des accès qui se font par les balcons des parties privatives qui montent directement en toiture. Je ne sais pas si on le voit sur ces projets-là. On n'en avait pas ici, mais on a souvent effectivement des balcons avec des escaliers hélicoïdaux qui permettent d'aller du niveau inférieur jusqu'à la toiture, accéder à la toiture, etc. Donc, des toitures végétalisées, ça existe, on en fait régulièrement. C'est tout à fait possible et c'est intéressant. Ça fonctionne relativement bien. Effectivement, ça a une problématique thermique, ça apporte des réponses à des problématiques thermiques. En termes de coût et de surcharge, il faut dimensionner un peu plus la structure, puisqu'on sait qu'on a un certain poids en fonction de la capacité du volume de terre que l'on peut avoir. En règle générale, jusqu'à 40 cm de terre, on n'est pas trop impacté. Dès qu'on dépasse, effectivement, il faut renforcer la structure. Après, on a la problématique de l'arrosage. La problématique de l'arrosage, c'est une vraie problématique. Des décrets et des arrêtés viennent de paraître au 12 juillet de cette année, qui permettent de pouvoir réutiliser les eaux de pluie et de pouvoir réutiliser les eaux grises, c'est-à-dire les eaux qui viennent des lavabos, qui viennent des douches, etc. Mais ça implique d'avoir une vraie centrale de traitement, ça implique d'avoir un vrai coût, et aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas rentable. C'est pas rentable, et on ne peut pas récupérer les eaux pour les réutiliser comme ça. Ça ne fonctionne pas, récupérer les eaux avec une pompe, comme tu parlais, parce qu'aujourd'hui, la problématique vient de l'Agence régionale de santé qui dit si jamais un enfant venait à se mettre un tuyau dans la bouche d'arrosage de goutte à goutte et que l'eau n'était pas forcément pure et qu'on avait des bactéries de colis ou autres, ça peut engendrer des décès. Pareil, cette récupération des eaux pourrait retourner dans les chasses d'eau. Mais si un nourrisson vient et commence à boire dans les toilettes et que l'eau n'est pas propre, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, aujourd'hui, on a des contraintes très fortes. On peut récupérer les eaux grises, puisque la ressource en eau va devenir de plus en plus limitée, donc il faut qu'on anticipe. Mais pour l'instant, effectivement, on est encore au balbutiement de ces systèmes-là, qui nécessitent effectivement il faut de l'espace, il faut en général c'est 2 à 3 places de stationnement, équivalent 2 à 3 places de parking, dans lesquelles on vient mettre une centrale de traitement des eaux, avec un bassin récupérateur, avec une zone tampon de récupération, une zone de décantation et de réemploi. Et donc voilà. Et donc normalement, ça devrait se démocratiser dans les années qui viennent, y compris pour l'arrosage. Et donc voilà, on ne peut pas simplement dire je récupère, je réutilise, etc. C'est un peu plus compliqué que ça. Pour l'instant. Et en France, parce que tu dis, moi je vois bien ça, on surnorme. Toujours. Oui, moi mon ex-femme est de Sicile, et effectivement, dans les bâtiments là-bas, ils avaient même l'eau apportée avec la citerne. C'est-à-dire à l'époque, l'immeuble était il ne buvait pas l'eau du robinet parce que c'était tout dans les citernes et on n'avait pas ces problèmes. Effectivement, en France, on fait attention à tout et des fois trop. Tu as raison. Si, il y a même des micro-ondes, il y a marqué ne pas mettre votre chat dedans. Enfin, au bout d'un moment, on déresponsabilise les gens. C'est comme ça, c'est le système qui veut ça. Oui, mais l'idée, c'est de trouver des choses à changer. De simplifier. Si on peut simplifier aujourd'hui, il y a tellement de choses qui pourraient être mises en place, de simplification, d'organisation, qui ne coûteraient rien à personne, qu'effectivement, c'est dommage, quoi. Alors j'ai encore deux questions sur ce genre de normes. J'avais la question sur, si tu as encore du temps peut-être, sur justement les balcons et les balcons et les terrasses. À une époque, je crois que quand il y avait le COSP, tu vas me corriger, les balcons et les terrasses étaient pris dans la surface des constructibles. C'est peut-être toujours le cas aujourd'hui. Parce que moi quand je vois des constructions, entre guillemets, cage à poules, je me dis, aujourd'hui, après le Covid, en plus, les gens n'ont plus envie d'avoir ça. Et pour moi, il faudrait que chaque appartement construit, quand on peut dans l'architecture, il y ait un minimum un balcon, une terrasse, et je sais qu'il y a cette problématique où ça rentre dans les calculs. Est-ce qu'il ne pourrait pas, si c'est ça, simplifier en disant
2-3% de l'appartement en terrasse, avec une limite. Si tu as un 100 mètres carrés, tu n'as pas besoin d'avoir 20 mètres carrés. Enfin, tu peux, mais pour donner l'extérieur aux gens. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, quand l'architecte fait la construction, il enlève des balcons? Bon, là, on voit des constructions qui ont pas mal d'extérieur, mais est-ce que des fois, on dit, on va réduire les balcons ou les terrasses pour gagner un petit peu en surface constructive, parce que c'est ça qu'on vend et c'est ça qui fait, dans ton calcul du début, qui fait la marge. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les balcons, on ne les vend pas, on ne vend pas de surface de balcon, mais de la région dans laquelle on est nous impose et nous oblige à avoir des balcons et des terrasses. Ça, c'est une nécessité, puisque chez nous, on vit relativement à l'extérieur. Donc tous les promoteurs de la région, systématiquement, travaillent pour avoir des balcons. On a 2 cas de figure. Dans certains PLU, les balcons ne rentrent pas du tout dans l'emprise au sol. C'est-à-dire qu'on peut faire des balcons qui dépassent sans difficulté. Dans certains cas, les balcons ne rentrent pas dans l'emprise au sol jusqu'à une certaine profondeur, jusqu'à 80 cm par exemple. Au-delà, ils peuvent rentrer dans l'emprise au sol. Ouais, et dans d'autres cas, ils rentrent dans l'emprise au sol dès qu'ils dépassent de toute façon le niveau. Donc quand ils rentrent dans l'emprise au sol, si je peux construire un bâtiment qui va me donner 1000 m² de surface habitable, si je fais des balcons, je vais perdre 10% de ma surface habitable. Et donc, je pourrais construire moins pour offrir des extérieurs. Et tout le jeu va consister à dire il faut que j'offre des extérieurs suffisamment agréables, mais sans perdre trop de surface, si je veux acheter le terrain à un prix suffisant pour satisfaire le propriétaire. Et quelle est cette raison? Pourquoi c'est géométrie variable? Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune raison. C'est simplement le bon vouloir de la personne qui a rédigé le PLU. Oui, ça même pas. Il y a un élu, comme tu l'as dit depuis le début, il y a peut-être un élu qui ne sait même pas que dans sa commune, les balcons sont pris dans le... Non, ils ne savent même pas, la plupart du temps, ils ne savent pas. C'est pour ça qu'il y a des aujourd'hui, petits balcons le coefficient, nous on a un coefficient qui est assez simple. Quand on calcule aujourd'hui et que les balcons ne rentrent pas dans le... Pour calculer la surface de plancher, enfin, le ratio entre la surface de plancher... Enfin, on prend l'emprise du bâtiment et on va calculer une surface de plancher. Si les balcons ne rentrent pas dans l'emprise au sol, notre ratio est de 0,85. C'est-à-dire qu'on va enlever 15% parce que les balcons ne rentrent pas dans l'emprise au sol. Si les balcons rentrent dans l'emprise au sol, on passe à 0,70. Donc on va enlever quasiment 30% de surface, on va réduire le bâtiment quasiment de 15%, 10 à 15%, parce que les balcons rentrent dans l'emprise au sol. Et comme on va en mettre, et qu'on est obligé d'avoir des extérieurs, on trouve ce genre de situation. Et donc c'est problématique. Après, on a une autre problématique aussi, qui est quand on a un bâtiment qui est au niveau de la route, qui est aligné avec la voie. On n'a pas le droit d'avoir des balcons en dessous de 5 mètres. Ce qui est logique, puisqu'effectivement on est au niveau du domaine public, le premier étage bien souvent est à 3 mètres. Effectivement, si on avait un balcon et qu'on a quelqu'un qui passe en vélo, une voiture ou quoi que ce soit, on pourrait éventuellement avoir une incidence. Et donc c'est pour ça, et quand on a des trottoirs et quand on n'a pas de trottoir, on a des balcons qui commencent à partir de 5 mètres. Donc souvent, quand on est à limite de voirie, qu'on nous dit vous avez l'obligation de vous aligner et que vous montez, le premier étage n'a pas de balcon, il a ce qu'on appelle des loggias, donc il a un petit extérieur. Ça s'accepte ça. Tout à fait. C'est pas incohérent, d'accord. Mais voilà, mais il n'y a aucune contrainte. C'est simplement au bon vouloir de la mairie qui dit j'accepte ou j'accepte pas que les balcons rentrent dans l'emprise, ce qui ne change strictement rien. Et en construction, le surcoût d'une terrasse, par exemple sur un appartement de 60 mètres carrés, une terrasse de 15 pour faire sympa, 15-20 mètres carrés. Alors en fait, c'est pas tellement le coût de la terrasse, c'est la profondeur de la terrasse qui coûte de l'argent. Oui, c'est ça. Si la terrasse fait moins de 2,20 m de profondeur, elle n'engendre pas de surcoût entre guillemets. C'est du béton et un garde-corps. Mais aujourd'hui, si une des terrasses fait plus de 2,20 m de profondeur, soit elle doit être prise par des poteaux et dans ce cas-là, ça rentre dans l'emprise au sol, soit il faut renforcer totalement la dalle et la surépaissir. Et donc, c'est plus compliqué. Mais en règle générale, un balcon qui fait jusqu'à 1,80 m permet de rentrer une table et 4 chaises. Donc 1,80 m de profondeur ou 2 mètres, 2,20 m, c'est les surfaces que l'on a, on est largement bon. Et après, la largeur, c'est pas le balcon qui coûte cher. Un balcon est une aide à la vente. Ne se vendra pas, entre guillemets, on va pas vendre la moitié du balcon ou valoriser le balcon, mais on sait que si on a un beau balcon, en tout cas, ça favorisera la vente de l'appartement. Et donc, on a tendance à le faire quand les règles nous l'autorisent. Et quand les règles ne l'autorisent pas, on trouve des solutions, tant bien que mal, pour équilibrer tout ça. D'accord. Dernier point sur les normes et sur l'écologie, qui revient un petit peu avec l'eau, c'est l'idée de géothermie. Alors nous, on est dans une région ici où on a peut-être moins besoin de chauffer, donc peut-être moins la problématique, mais par exemple, quand ils ont construit le Ikea, ils ont fait une centrale géothermique pour chauffer l'ensemble du bâtiment. Aujourd'hui, on sait qu'on a de l'électricité. Est-ce que vous avez des fois des études dans ce que tu réalises ici, ou peut-être des confrères qui sont plus au nord, d'étudier des packs mais géothermiques, c'est-à-dire pas juste des packs RR qui prennent l'air, mais qui vont alors à une certaine profondeur. J'ai pas creusé, mais façon de parler. Je pense qu'à partir de 30 ou 40 mètres, on commence à être bon. Est-ce qu'il y aurait, sur certaines tailles d'immeubles, de l'intérêt à... Si demain, il y a une norme qui vous
oblige à au moins vérifier ça. Alors je sais que les mines en France avaient fait un grand plan de géothermie dans les années 60, et donc ils ont cartographié toute la France. Peut-être pas aussi précis qu'une parcelle, mais est-ce que c'est quelque chose qui aurait une plus-value de dire à ce bâtiment, il peut être chauffé l'hiver de façon encore plus économique? Alors, une réponse qui est une réponse de Normand, aujourd'hui, si on doit réfléchir sur de la géothermie, idéalement, il faut le réfléchir à l'ensemble d'un quartier, ou à l'ensemble d'une zone, d'un secteur, pas à l'échelle d'un bâtiment, vraisemblablement. C'est ce qui se passe sur la plaine du Var. La plaine du Var, l'EPA, qui est l'établissement public d'aménagement, a mis en place un système de géothermie pour l'ensemble des bâtiments à venir, les bâtiments existants et les bâtiments à venir, qui vont se chauffer sur une boucle de géothermie, parce qu'on a la nappe du Var qui n'est pas très profonde, on peut venir effectivement rafraîchir, etc., ou rafraîchir l'hiver, enfin réchauffer l'hiver et rafraîchir l'été. Et donc, le faire à l'échelle, effectivement, d'un ensemble de bâtiments, a un intérêt parce qu'on crée une vraie installation, on a un coût de mise en place de l'installation, et après on a un coût de maintenance qui va se répartir facilement sur les opérations. Tout ce qui permet d'améliorer le bâtiment, que ce soit le fait d'ajouter des panneaux solaires, que ce soit le fait de récupérer les eaux de pluie, que ce soit le fait de mettre de la géothermie, sont des choses qui coûtent de l'argent. Qui coûtent de l'argent à l'investissement et qui potentiellement vont coûter de l'argent à la maintenance. Si je prends le cas effectivement de la récupération des eaux de pluie, on a fait dernièrement là, une réunion avec le club immobilier Côte d'Azur, où on sait que si on récupère les eaux de pluie et qu'on les traite, le fait de les récupérer et de les traiter coûtera quasiment le même prix que le fait d'utiliser de l'eau potable. Parce qu'on a une eau potable qui n'est pas très chère en France. Et donc, ça veut dire que je la recycle ou que je ne la recycle pas, pour l'utilisateur, ça coûte la même chose. Il a une démarche vertueuse aujourd'hui. Oui, puis sauf que l'investissement... Excuse-moi, je te coupe là, mais aussi une démarche de robustesse pour l'avenir. Parce que le jour Tout à fait, le jour où ça va augmenter, effectivement. Le jour où ça augmente ou qu'il n'y en a plus, comme on a vu dans les Pyrénées, là, si ta réserve, alors au début, elle te coûtait rien, elle te faisait rien gagner, mais le jour où tu l'as, tu es content. Sauf qu'aujourd'hui, l'investissement coûte de l'argent. Et aujourd'hui, nous, promoteurs, je te donne un exemple tout bête, on met de la domotique, on a mis de la domotique à plusieurs reprises dans des appartements pour pouvoir piloter son chauffage, pour pouvoir optimiser sa gestion énergétique, etc. On explique aux gens, regardez, vous allez avoir un bâtiment numérique, un bâtiment intelligent, vous allez pouvoir vous-même gérer. La moitié des utilisateurs n'ont pas suivi les formations ou les ont suivies en disant « Ok, c'est pas grave, je m'en servirai pas ». L'autre moitié a dit « Ah, pourquoi pas », etc. Et au final, si tu as 30% d'un immeuble qui le gère, aujourd'hui, effectivement, c'est le bout du monde. Donc ça coûte de l'argent. On installe ça en plus, donc soit on l'impacte sur le prix de l'appartement en se disant on va le vendre, soit effectivement on l'absorbe en disant mais on va offrir un service, mais aujourd'hui les gens ne l'utilisent pas. Si demain effectivement on récupère de l'eau, la logique dirait ah oui super c'est une bonne chose, sauf que la centrale de traitement d'eau c'est 50 ou 60 000 euros. Ces 50 ou 60 000 euros je ne les récupérerai jamais, je ne peux pas les vendre aux propriétaires en disant je vais vous apporter quelque chose qui aujourd'hui vous coûtera rien parce qu'effectivement demain vous paierez la même chose, peut-être que si demain il y a une crise ça va vous faire gagner et vous allez anticiper sur l'avenir, mais aujourd'hui ça va vous coûter 2 000 euros, 3 000 euros de plus par appartement. Personne n'accepte. D'accord. La problématique, c'est que les gens veulent payer le moins cher possible et ils ont tout le monde a une vision court-termiste. Installer des panneaux solaires, c'est une très bonne démarche. À l'époque, il fallait 15 ans pour les amortir. Aujourd'hui, il faut 8 ou 9 ans pour amortir des panneaux solaires. Mais ça veut dire que si j'installe des panneaux solaires, pendant 9 ans, je vais payer la même chose que ce que je paye aujourd'hui, puisque soit je les achète à crédit, soit ça va compenser entre l'énergie que je paye et ce que je récupère, etc. Et au bout de 9 ou 10 ans, j'amortirai mes panneaux solaires. Mais quand on a une maison et qu'on installe des panneaux solaires, en 9 ans, il peut se passer 1000 choses. On peut divorcer, se séparer, on peut changer de maison, déménager, etc. Et la problématique, elle est qu'aujourd'hui, soit on a une vraie conscience écologique, on a une vraie conscience de développement durable et on veut le faire, on est prêt à payer pour gagner demain, soit on n'a pas cette démarche-là et les gens ne sont pas prêts aujourd'hui à investir, à dire je vais payer plus maintenant parce que je sais que demain ça fonctionne. Et sur un immeuble de 20, 30, 40 logements, si on a 10% des gens qui sont sensibles et qui diront j'ai acheté pour telle raison, 90% des gens s'en foutent, ils achètent un prix. Et la problématique, c'est que si on doit mettre de la géothermie sur un système en disant voilà, la géothermie, certes, ça va vous permettre de faire des économies parce qu'on a regardé, vous allez économiser tant sur la durée, etc. Mais bon, cette centrale de géothermie, elle nous coûte plus cher qu'une centrale classique. Donc les appartements qu'on va vous vendre, on va vous les vendre un peu plus cher, etc. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc là, c'est compliqué. On a cette problématique de la vision court-termiste et de la vision long terme. Oui, alors là-dessus, moi, en même temps que tu parles, je réfléchis à des solutions. Déjà, la première sur la version long terme. De toute façon, quand on construit un immeuble, il est là pour le long terme. Donc de toute façon, il faut l'être en long terme. Donc moi, je vois deux choses. La première,
ça serait de faire un peu comme les prises dans les garages, de pré-câbler, c'est-à-dire de préparer. On sait que dans le quartier, il peut y avoir, comme aujourd'hui, on a des colonnes sèches. Je ne sais pas si ça marche exactement comme ça pour la géothermie, mais en tout cas, on a des colonnes sèches pour les pompiers. On pourrait avoir précalé, parce que ça coûte pas cher de faire passer, comme tu dis, des goulottes ou des tubes, des tuyaux pour aller arroser sur le toit avec une centrale qui serait dans les garages. De toute façon, les piscines, vous les avez déjà de récupération d'eau, de ce que tu m'as dit. Donc d'avoir cette partie pré-câblée pour l'arrosage du toit, d'avoir quand même le toit plat, même alors au début avec du gravier, parce qu'on ne sait pas si les gens veulent planter, ce qui laisse le temps, peut-être que dans 15 ans, si on se reparle, tout le monde voudra une station de traitement des eaux de pluie, et même qui la rend potable, parce que le jour où il y a un problème sur l'alimentation d'eau, l'immeuble peut être autonome, et donc le fait des 60 000 euros, tu vois, c'est comme l'idée du verre d'eau. Moi, je te donne un verre d'eau ici, tu le jettes dans les toilettes. Si tu es dans le désert depuis 3 semaines, et que je te dis le verre d'eau, je te le vends 1000 euros, tu me le vends, tu me l'achètes 1000 euros, d'accord? C'est toujours une question de ressources. Donc il pourrait y avoir soit pré-câblé, on pré-câble, façon de c'est pas forcément des câbles, on pré-tuyaute les immeubles pour être prêts à être connectés à la géothermie du quartier, être prêts à connecter, à arroser le toit, être prêts à reconnecter, à récupérer les eaux grises pour en faire autre chose. Mais on ne met pas le système. Effectivement, il y a un local qui va être là et qui en attendant servira de garage à vélo et puis demain on fera autre chose. Ou, deuxième point, la force publique dit, voilà, on a mis cette centrale électrique, ou cette centrale électrique panneau solaire, ou cette récupération de l'eau. Le surcoût, c'est 60 000 euros. On le prend en charge, nous, mais on a quand même, allez, moi je suis partisan, à quand même assez de la taxe d'habitation, peut-être pas la taxe d'habitation, mais en tout cas une taxe qui soit là pour les gens qui utilisent tous les services. Voilà. Et donc la ville ou l'État dit, ben, on la met nous, mais on va l'amortir sur 20 ans. On va la payer au démarrage, 60 000 euros. Ça va être transparent pour tout le monde. Ils auront peut-être 2 ou 3 euros dans leur taxe et c'est transparent pour tout le monde. Et on a fait, d'une part, l'effort d'avancer. On est en avance à nouveau en France sur ces technologies-là. Les gens en bénéficient. On fait des économies. Comme tu dis, c'est le même prix. Mais aujourd'hui, le prix ne montre pas le vrai coût. Hein. On le sait bien, quand tu achètes un t-shirt qui est pas cher parce qu'il vient d'un pays en développement, il est pas cher parce que les gens ne sont pas payés, les gens peuvent pas envoyer les enfants à l'école, les enfants ne peuvent pas se soigner, les eaux usées sont remises dans la rivière comme ça, tous les poissons meurent. Donc le coût social et environnemental est énorme dans les produits. Tout ce qui manque, un produit fabriqué en France et un produit fabriqué en dehors de France, la différence de prix, c'est quelqu'un qui le paye, socialement et environnementalement. Donc là, c'est une piste que je vais réfléchir, d'avoir ce système-là où on met les panneaux solaires, on met le toit de terrasse végétalisé et on met la pompe de récupération. Ça coûte 100 000 euros sur le projet. L'État les met et les récupérera parce que l'État est immortel. Ça peut être intéressant, par exemple, si on prend la région, chez nous, la métropole, Eau d'Azur a été récupérée par la collectivité. Et comme Eau d'Azur est récupérée par la collectivité, c'est la collectivité via nos impôts qui payons. Et donc à un moment donné, si jamais il y a de l'eau qui s'en va n'importe où, si jamais on n'arrive plus à capter, etc., ça crée des problèmes. Si demain l'eau coûte plus cher, ou si demain on a des soucis, ce sera dommage. Si effectivement la métropole dit aujourd'hui au Haut d'Azur, à chaque fois qu'une installation se fait, vous la financez à hauteur de 50% par exemple, puisque comme ça demain c'est des économies d'eau que vous ferez à ce niveau-là, et vous continuerez déjà, au lieu d'en amener, on va pouvoir construire plus, parce que déjà la ressource en eau, on va la préserver, et en même temps, ça permettra, c'est une installation que vous allez pouvoir exploiter demain, etc. Et donc, ça rentre dans votre giron. Si demain c'est Veolia, si demain c'est la SOR ou quelqu'un d'autre, effectivement, et comme c'est le cas bien souvent, c'est les privés qui exploitent l'adduction d'eau, l'État, s'il doit se payer ça, et pour favoriser l'avènement d'un privé, c'est là où on a la limite du système. À un moment donné, on a tout externalisé aussi sous forme de concession. Et donc ça veut dire qu'il faut que l'État trouve, ou l'État, ou la commune, ou la région, ou le département, son équilibre en disant voilà, aujourd'hui on veut participer parce que demain on sait que c'est quelque chose qui a du sens. Effectivement, c'est comme les concessions d'autoroute, à un moment donné on brade tout, on donne tout, et à la fin on dit on n'est pas d'accord, c'est mal entretenu. Ouais mais d'accord, mais il fallait le faire intelligemment avant. Quoi. Non, ça je suis d'accord. Non mais là par exemple, les privés peuvent avoir un cahier des charges. Oui non, bien sûr, on peut voir tout à fait, non, ça peut être intégré. Ça peut être intégré dans le cahier des charges, et à nouveau ça peut être intégré dans le prix de la concession. Tout à fait. Alors, moi, je ne suis pas qu'il y ait des taxes de partout, mais il y a déjà des taxes sur l'eau, des taxes sur plein de choses. Il pourrait y avoir, comme je dis, la régie de l'eau aujourd'hui dit on rajoute 1 centime au prix de l'eau à tout le monde, au litre. 1 centime, personne ne le verra passer. Et au final, ça permet parce que, à nouveau, la construction neuve, qui est ton métier, ou la rénovation, ou les dents creuses, c'est quel pourcentage chaque année, c'est quel pourcentage du parc déjà existant qui est touché ? Touché, qui est construit.
C'est-à-dire aujourd'hui, sur les Alpes-Maritimes, par exemple, si tu connais, ou sur la métropole, je ne sais pas, il y a X milliers de logements, combien on en rajoute, doit ça fait quel représenter pourcentage 10% à peu près. On renouvelle 10% du parc chaque année, ça me paraît énorme. Ah, on ne renouvelle pas 10%. Non. La construction neuve... Moi, j'ai été beaucoup moins. Non, beaucoup moins que ça, je ouais, dis bêtise. Bon, on regardera les chiffres. Moi, j'ai pensé que c'était autour des 1%, enfin, par rapport... Ouais. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, on construit globalement un peu moins... Là, on a dû construire 2000 logements, c'était un peu moins de... 1900 logements cette année. On construisait en moyenne 3000, 3500 logements. Dans les Alpes-Maritimes ? Non, sur la métropole. La métropole. Il faudrait voir combien il y a de logements dans la métropole. Oui, tu as raison. Non, c'est beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins que ça. Il y en aura 100 000. Parce qu'admettons, il y a 500 000 personnes. Alors, 5 par foyer, je fais beaucoup, mais on va dire qu'il doit y avoir 100 ou 200 000 foyers. Donc toi, tu en fais 3 000, tu en fais 1,5%. Oui, non, c'est ça. Tu vois, si l'État devrait financer, quelqu'un là, financer des nouvelles installations sur 1,5%, toi, tu le payes 100% cash, mais si tu le répartis sur tout le monde, c'est 1% d'augmentation de... Même pas. Enfin, il faut faire les non, mais c'est rendre plus vertueux de toute façon ce qu'on fait. C'est ce qui se passe avec les normes. Les normes visent à rendre plus vertueux effectivement les bâtiments pour que derrière ils soient plus durables, pour que ça fonctionne mieux et qu'on ne soit pas obligé de les refaire dans les 5, 10 ans, etc. Mais bon. Bon, mais Christophe, là, moi j'ai bien fait le tour. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur la partie construction, parce qu'on n'a pas abordé la partie construction. La partie commercialisation, je pense que ça n'a pas d'intérêt particulier. La partie construction, hormis ce que tu disais tout à l'heure, le prix des matériaux, aujourd'hui, les entreprises régionales travaillent correctement. On a les entreprises qui interviennent sur les opérations. On a cette problématique, effectivement, de l'augmentation des prix des matériaux, qui, pour moi, a été gonflée de manière artificielle. C'est un peu le sentiment qu'on en a. Maintenant, je ne suis pas industriel, je ne suis pas dans la tête des gens, mais quand on discute, par exemple, avec nos cimentiers, ils savent qu'à un moment donné, alors, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est des choses qui sont assez ubuesques. Et une fois encore, on est totalement dépendant de quelques financiers. Pour faire du ciment, en général, ils achètent des coques de pétrole. Les coques de pétrole, c'est des résidus de pétrole durs, solides, qui effectivement, qu'ils utilisent parce que ça brûle, etc. Ils ont besoin de monter le calcaire à une chaleur très forte pour faire du ciment. Donc ils utilisaient ça se vendait pas cher, la tonne. Avec effectivement le Covid, tout s'est arrêté, et donc les coques de pétrole ont perdu, ont vachement baissé, on n'a plus construit, etc. Donc tous les cours ont chuté, etc. Ce qu'ils nous expliquaient, c'est que des financiers sont arrivés en disant, voilà, on achète, nous, toutes les coques de pétrole qui traînent, parce que ça n'a pas duré, on achète des coques de pétrole à pas cher, puisqu'elles ont chuté, on achète tous les stocks. Et une fois qu'effectivement le marché est reparti, en 2020 ça s'est arrêté, 2021 c'est reparti, ils ont dit, les coques de pétrole, on va vous les vendre 3 fois le prix. Et donc aujourd'hui, naturellement, comme l'activité repartait, c'était pas gênant, le prix a augmenté, etc. Et c'est ce qui se passe bien souvent. C'est qu'aujourd'hui, on a une gestion des ressources, des matières premières par des financiers qui font monter les cours, bouger les cours, etc., parfois de manière artificielle. Ce qui fait qu'au final, ça peut impacter effectivement le prix du matériel au final, mais j'ai le sentiment aussi que les industriels qui ont souffert à certaines périodes ont décidé effectivement, plutôt que de dire je baisse mes prix, ils ont tendance à réduire la production. Et sur le ciment, ils nous disent aujourd'hui, voilà, ma centrale est capable de sortir 10 000 m3 par jour, et plutôt que de sortir 10 000 m3, pour pas baisser mon prix, parce que si je continue de sortir 10 000 m3, si j'ai plus de demande, forcément, mathématiquement, mon prix va baisser, je vais en sortir que 5 000. Donc j'en sors moins, volontairement, pour maintenir artificiellement un prix équivalent, et pas, effectivement, venir baisser le marché. Et donc forcément, l'industriel est impacté parce que sa capacité de production lui permettrait de sortir plus, mais en tout cas, il est à son prix de revient, je pense, parce qu'avant, au-delà, il gagne de l'argent, en dessous, il se met à un niveau, il ne perd pas d'argent, il équilibre. Et je trouve que c'est dommage, plutôt que de dire, voilà, aujourd'hui, le secteur va mal, on va faire baisser le prix des matériaux. Aujourd'hui, le prix des matériaux ne baisse pas réellement dans notre région, ce qui est totalement inadmissible, puisque la guerre en Ukraine, qui est passée depuis maintenant un moment, depuis 2 ans, aurait dû, en fait, avec le prix de l'énergie qui est revenu avant-guerre, on aurait dû retrouver en tout cas 5, 6, 8% sur les prix des matériaux, donc sur les prix des entreprises, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a connu 25% de hausse au niveau des prix des matériaux, et donc on ne s'explique pas cette hausse. On veut bien qu'il y ait 5% lié à l'inflation, 5% lié au salaire, etc., qu'on ait 15%, pourquoi pas, mais il y a 10 de trop, quoi. Donc on ne sait pas pourquoi.
Parce que ces usines de cimentiers, comme Vicat ou autres, aujourd'hui, changent leur fourneau. Intègrent, en tout cas, ont pu en tout cas faire des investissements par ailleurs. En tout cas, ces industriels ont bien géré, ils se sont fait de la trésor, qui leur permet aujourd'hui de mieux tenir, de se développer, d'investir peut-être demain. Dans tout état de cause, qui ont mis à mal de toute façon toute une partie de la population. Il faut savoir qu'on n'arrive plus à loger nos actifs aujourd'hui, ce qui est dommage, parce que le coût de la construction est beaucoup trop élevé. Oui, non, tout à fait. Le coût de la construction et le coût de l'immobilier en général. Mais ça, j'ai un autre plan pour l'immobilier. J'en parlerai dans une autre vidéo. Parce que je t'en toucherai 2 mots, peut-être un café. Mais en tout cas, écoute, moi, je suis ravi de notre entretien. J'ai appris beaucoup de choses. Je pensais connaître déjà beaucoup de choses, mais là, tu m'as donné des points de précision. J'espère que ça aura servi à tout le monde. J'espère aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en mot de la fin? Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses faciles à faire. Comme tu disais, aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Et si déjà on avait un discours positif sur la construction, sur l'immobilier, pour justement permettre aux gens de prendre conscience de la nécessité de le faire, je trouve que ce serait positif. On a des vrais besoins de simplification basiques, à plein de domaines qui ne coûtent rien. Arrêter ces ABF qui interviennent systématiquement de partout, réduire ou déférer certaines normes qui ne sont pas forcément nécessaires, simplifier l'obtention d'un permis de construire, les délais, etc., simplifier les problématiques de recours qui nous polluent, tout ça. Il y a des choses simples qui ne coûtent rien, qui permettraient de relancer la construction, qui permettraient effectivement de pouvoir sortir plus de produits, et plus on sort de produits, plus on baisse les prix. Alors l'idée, c'est pas de bétonner à outrance, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on construit de manière vertueuse, c'est construisons intelligemment et construisons correctement. Une dernière chose sur le ZAN, si je prends une zone dans laquelle j'ai 4 terrains de 1000 m² et 4 maisons de 200 m². Si je prends ces 4 terrains, j'ai 4000 m². Si je voulais décider, plutôt que de voir 4 maisons individuelles, construire un immeuble, je pourrais construire un immeuble de 800 m² au sol, ce qui me correspond aux 200 m² d'emprise de chacune des maisons. Donc je n'aurai pas plus d'emprise. Je pourrais monter en R+4, R+5, R+6, quelque chose d'acceptable pour la commune. Et je pourrais loger, au lieu de loger 4 familles, je pourrais en loger 10, 15, 20, 30, 40. Et donc, ce faisant, si j'avais cette logique-là, je créerais effectivement un jardin plus grand, accessible au plus grand nombre, etc. Je créerais des espaces mieux traités, je traiterais mieux mon environnement, mon économie d'énergie, etc. Et donc, si on avait cette capacité à se projeter, à réfléchir pour non pas artificialiser les sols, mais les artificialiser intelligemment, on trouverait beaucoup de solutions. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut juste se mettre autour de la table, être volontaire et avoir un certain courage politique. Mais c'est ce qui fait défaut à tout le monde aujourd'hui. On est nous une vision court-termiste et personne ne veut se donner les moyens de voir au-delà et de comprendre les vrais enjeux et d'apporter des vraies réponses. Eh bien, écoute, merci. Toi, tu me dis que je suis courageux d'essayer de faire ça. Moi, je trouve que tu as répondu courageusement en disant les choses vraies. On les répète en longueur de journée. J'espère que personne t'en voudra, parce que tu as accusé personne, mais tu as dit la vérité. Bah, écoute, je te remercie. Et puis à bientôt. Pas de problème, à ta disposition. Au revoir. Voilà, cet épisode est terminé. T'as plu? C'était très bien, non, c'était super. Comme d'habitude, je vous invite à approfondir par vous-même les sujets abordés. Sachez que je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces épisodes. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'encourager à continuer, vous avez 3 moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note, un avis ou un commentaire sur la plateforme d'où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous, via vos réseaux sociaux ou simplement en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don, avec cerise sur le gâteau, une réduction fiscale de 66%. Les liens sont dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord, afin de discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. L'avenir nous rassemble. À très vite, merci